On n'est pas sorti des rangs, c'est la galère. Salut à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronces. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui fait grand bruit à l'approche des élections présidentielles, c'est le nucléaire. Le nucléaire en France représente environ 70% de notre production d'électricité selon RTE. Nous comptons aujourd'hui 18 centrales pour 56 réacteurs nucléaires. Véritable fer de lance de l'indépendance énergétique française, le nucléaire civil a longtemps été un symbole de réussite pour notre pays. Depuis 50 ans, le nucléaire alimente en électricité une grande partie de nos foyers, mais il alimente également de nombreux débats. Alors pourquoi ? Parce que tout d'abord, la menace d'un accident nucléaire comme Tchernobyl en 1986 est souvent évoquée dans les médias. Il y a aussi le traitement des déchets radioactifs, il y a les conditions de l'extraction de l'uranium, le vieillissement et l'entretien des centrales, les compétences nécessaires pour développer la technologie, et enfin, le coût du maintien et du développement de cette énergie. Décriée par Greenpeace, entre autres depuis des décennies, l'énergie nucléaire est aujourd'hui un véritable sujet d'opposition entre des scientifiques, des économistes et actuellement de nombreux politiques. Alors que penser de cette énergie qui va être relancée par Emmanuel Macron, mais qui peut être stoppée dans les années à venir par un autre gouvernement ? Est-ce le passé ? Est-ce l'avenir ? Est-ce une véritable alternative décarbonée face aux enjeux environnementaux et climatiques actuels ? Nous allons tâcher de répondre au mieux à ces questions sur 2 épisodes. Alors, il y aura un épisode classique, l'épisode d'aujourd'hui, où je vais accueillir un invité, spécialiste de l'énergie nucléaire, puis un autre épisode, hors série, où j'accueillerai, en plus de cet invité, Victor, mon invité de l'épisode 1, chargé de projet dans les énergies renouvelables, afin de discuter tous les 3 de l'avenir de l'énergie en France. J'accueille donc, pour ce premier volet, Benjamin, ingénieur neutronique à Framatome. Salut Benjamin. Salut Jordan, merci de m'inviter. C'est un vrai plaisir que tu sois là. Et je vais te poser donc les 3 questions classiques introductives. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et pourquoi le fais-tu ? Alors moi je m'appelle Benjamin Cuxac, j'ai 26 ans, bientôt 27. Et comme tu l'as dit, je suis ingénieur en neutronique, en études neutroniques chez Framatome. Alors je ne suis pas du tout spécialiste, c'est loin de là pour l'instant, parce que ça fait à peine bientôt 3 ans en fait, que je travaille chez eux. Un acteur du nucléaire. Voilà, un acteur du nucléaire, disons plutôt. Un jeune acteur du nucléaire. Et moi, j'ai un parcours académique assez classique finalement pour le métier que j'exerce, puisque j'ai fait une classe préparatoire en 3 ans. Ensuite, j'ai intégré du coup à Grenoble une école qui s'appelle FELMA, de Grenoble INP. Et ensuite, j'ai rejoint donc, la filière nucléaire de cette école. Et j'ai aussi la spécificité d'avoir fait un double diplôme à Turin, à l'école polytechnique de Turin, où j'ai étudié particulièrement toute la branche de fusion nucléaire. Qui s'oppose à la branche de fission nucléaire qu'on a actuellement dans le nucléaire civil mondial. Et en fait, du coup, mon métier aujourd'hui, d'ingénieur, c'est en gros, j'ai fait des études de sûreté, avec un scope qu'on appelle donc la neutronique. La neutronique, c'est l'étude de la propagation des neutrons dans la matière, et en particulier du coup dans les réacteurs nucléaires, pour ma part. Et en fait, très schématiquement, on me pardonnera la simplicité de mon explication. C'est qu'en gros, il y a une espèce de gendarme qui s'appelle l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire, qui en fait demande à EDF, qui est l'exploitant des centrales, de leur donner des rapports de sûreté, des réexamens de sûreté tous les 10 ans. Donc tous les 10 ans, en fait, il y a une espèce de visite médicale organisée du coup par ce gendarme qui du coup vient voir les centrales et qui du coup quand elle passe une nouvelle dizaine, dit voilà, en fait, nous, EDF, on a prévu de faire telle chose sur les 10 prochaines années. Et Framatome, du coup, l'entreprise qui fournit EDF en composants centrales, qui construit les centrales, et qui du coup s'occupe aussi de concevoir tout le scope de sûreté, doit rendre à EDF travailler avec EDF conjointement pour créer un rapport qui ensuite est donné à ce gendarme, qui le lit et qui dit ok, pour les 10 prochaines années, c'est cool, on peut exploiter la centrale, on revient dans 10 ans, quoi. Très schématiquement, c'est un peu ça le métier. Et du coup, avec le scope du coup de neutronique, donc vraiment d'études de ce qui se passe neutroniquement au sein du réacteur. Ok, merci beaucoup. Afin de mieux comprendre, je pense, ce que tu fais, je te propose de rentrer vraiment dans le sujet. Et bien sûr, pour rentrer dans le sujet, on va l'introduire le mieux possible. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie nucléaire ? Alors, l'énergie nucléaire, c'est
un petit peu par abus de langage, c'est en fait ce qu'on appelle c'est la chaleur extraite d'un processus nucléaire qui s'appelle la fission. Donc je vais venir dans un instant. En fait, c'est grâce à l'énergie que libère ce processus de fission dans les réacteurs des centrales nucléaires qu'on arrive in fine à créer de l'électricité. Mais c'est tout un cheminement. Et fondamentalement, ça repose donc sur ce principe de fission. Donc si tu me le permets, je vais revenir sur peut-être quelques bases de physique pour les gens qui, soit qui n'ont jamais fait de sciences, soit les gens que ça intéresse. Donc du coup, il y a des trucs qu'on appelle les atomes. Donc, les atomes, c'est invisible à l'œil nu, bien sûr. Ça fait à peu près un petit dixième de nanomètre. Et en fait, au sein de ces atomes, il y a 100 000 fois plus petits des noyaux. Et en fait, donc ces noyaux, ils sont entourés d'un espèce de nuage, d'un cortège électronique, avec des électrons qui gravitent autour et qui sont chargés négativement. Et le noyau, lui, il est composé de deux trucs. Il est composé de protons, donc des particules qui sont chargées positivement, et de neutrons, qui sont neutres, comme leur nom l'indique. Et en fait, le plus petit atome qui existe, l'atome d'hydrogène, c'est un atome dont le noyau, il a juste un proton. En fait, le truc, c'est qu'il y a une force électrique qui s'appelle la force coulombienne, qui est exactement la même force que lorsqu'on a par exemple deux aimants avec des pôles et qu'on essaie de les rapprocher, on voit qu'on peut pas, parce qu'il y a une force qui les répulse. C'est un peu la même chose dans un noyau. Les protons, comme ils sont chargés positivement, ils ont tendance à pas vouloir rester collés entre eux. Et en fait, il se trouve qu'il y a une autre force qui s'appelle la force nucléaire forte, qui fait que quand on met des neutrons aussi avec, tu arrives à avoir un truc à peu près stable avec une bonne cohésion, quoi. Et donc ça fait un noyau. En fait, la stabilité de ce noyau, c'est vraiment la cohérence, la cohabitation entre ces forces justement de répulsion et d'attraction qui font que du coup, il permet d'avoir une certaine cohésion. Et en fait, voilà, c'est vraiment ce jeu de répulsion en fait, et d'attraction qui fait que c'est stable. Et en fait, plus ce jeu il est plutôt en faveur d'une répulsion, d'une attraction, et plus en fait le noyau il a de l'énergie interne, tu vois, qui l'excite. Et en fait, plus il a d'énergie, plus il est excité, et moins il est stable. Donc plus il va être sujet à essayer d'évacuer cette énergie. Tu vois. Et en fait, du coup, donc ces protos, ces neutrons, en fait, on classe l'ensemble des éléments de l'univers en fonction du nombre de protons et du nombre de neutrons qu'il y a dans le noyau. Et donc c'est pour ça qu'on appelle un élément le calcium, le potassium, l'uranium même, donc, dont on va venir bien sûr après. C'est son nombre de protons. Donc par exemple le carbone, il a 6 protons. Et après il existe ce qu'on appelle des isotopes, où en fait il y a plusieurs carbones. Le carbone 13, carbone 12. Donc le carbone 13, ça va être un carbone qui a donc évidemment 6 protons parce que c'est du carbone, et 7 neutrons. Le carbone 12, il a 6 protons, 6 neutrons. Voilà. Et c'est des formes stables. Il y a d'autres éléments comme le fer, où là par contre il y a 4 formes stables dans la nature, donc avec différents nombres de neutrons dans ces noyaux. Et en fait, dans la nature, il existe à peu près en tout 300 noyaux qui sont stables. Donc on pourrait se dire, 300, c'est pas des masses en fait. Hein. Tu te dis, en tout, il n'y a que 300 noyaux, et dont les plus lourds, ils sont à peu près au voisinage du plomb. Et en fait, en réalité, des noyaux, il en existe une dizaine de milliers. Mais on en a observé peut-être 2-3 000, quoi. Mais en fait, c'est parce que la grande majorité de ces noyaux, ils sont pas stables, ils sont instables. Et en fait, instable, ça veut dire que y a une période donnée où du coup, ils cessent d'exister. Parce qu'en fait, ils se désintègrent, ils se transforment pour essayer de gagner en stabilité, pour se rapprocher de la stabilité. Parce que la nature, elle aime bien être un peu stable. Et en fait, ces noyaux, en fait, ils doivent perdre de l'énergie sous forme de rayonnements divers, parfois des particules, parfois ils émettent de la lumière, qu'on appelle des rayonnements gamma. Et c'est ce qu'on appelle la radioactivité. D'accord. Et donc en fait, généralement, pour ces noyaux avec pas trop de neutrons, la désintégration va prendre plusieurs formes. Ils vont soit transformer un proton en neutron, soit un neutron en proton. C'est des rayonnements gamma, bêta. Et il y a certains noyaux qui sont tellement lourds, tellement instables, que ce processus-là d'essayer de gagner de la stabilité en émettant des protons et des neutrons, ça suffit pas. Et c'est là qu'on trouve le processus de fission. En fait, par exemple, un noyau de californium 252, voilà. Et en fait, lui, il peut se scinder en plusieurs nouveaux éléments, parce qu'il est extrêmement lourd, extrêmement instable. Donc il y en a plein, mais en fait, statistiquement, il va plutôt se transformer, par exemple, en technétium et en césium, tu vois. Genre, il se scinde en deux, paf, et il crée deux noyaux plus petits, qui eux, du coup, sont un peu moins instables, mais quand même instables, et qui après vont se redésintégrer pour atteindre des formes stables, en mode un peu cascade.
Et les noyaux lourds, ils peuvent aussi émettre une particule alpha. Donc ça, c'est genre un noyau d'hélium, mais sans cortège électronique. C'est genre 2 protons, 2 neutrons. Donc comme une espèce de balle de fusil, tu vois, ils envoient une particule alpha et ils descendent un peu en énergie. C'est le cas de l'uranium-238. Ok, on en revient. On y vient enfin. Et en fait, donc cet uranium-238, il est très instable, il est radioactif naturellement. Et en fait, il va faire un peu de alpha, après un peu de bêta, puis un peu de alpha, puis un peu de bêta, jusqu'à, au final, se transformer en plomb. À la fin, il finit, c'est du plomb 206, qui est un élément stable, et après, il bouge plus. Et en fait, pour ça, en tout, il passe par genre 13 éléments intermédiaires. Donc au début, c'est l'uranium-238, à la fin, c'est du plomb. Alors ça nous fait une belle jambe. Et on se dit, mais du coup, comment on s'est rendu compte, comment on a fait pour exploiter ce truc-là? En fait, l'uranium-238, tout ce que je viens de dire là, en fait, il met des milliards d'années à faire ça. Parce qu'il est certes instable, sauf qu'en fait, il met vraiment des milliards d'années à le faire, à transformer en plomb à la fin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en trouve encore sur Terre, parce que sinon, en fait, il n'y en aurait plus du tout. On n'en verrait plus. Et en fait, dans un échantillon d'uranium naturel, il y a d'autres isotopes. Il y a aussi de l'uranium-235, qui est à 0,7% actuellement dans la nature, qui lui est plutôt des centaines de millions d'années à se désintégrer. Et en fait, cet uranium-235, il a une très jolie propriété qu'on a découverte, c'est qu'il est ce qu'on appelle fissile. C'est-à-dire qu'en fait, si on lui balance un truc à la bonne énergie dans la tronche, on peut le forcer à fissionner. Et en fait, si on le force à fissionner, en fait, la fission, donc elle, comme je disais tout à l'heure, elle crée d'autres éléments, mais elle libère aussi une énergie. Et cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Et c'est cette énergie qui, en fait, est sous forme de chaleur qu'on exploite dans les réacteurs pour créer de l'électricité, en fait, à la fin. Bon, tu me fais la parfaite transition. Donc, quand tu parles de réacteur, on parle donc de centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, du coup, ça nous sert à produire de l'électricité. Comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Quand est-ce qu'elles ont été... depuis combien de temps on en voit dans nos paysages français? Est-ce que tu peux vite fait nous en parler? Oui. Alors, donc, les centrales nucléaires, en France, c'est un programme qui a débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Donc, c'est... En fait, il y a une raison, si tu veux, il y a plusieurs raisons qui ont poussé la France à plutôt partir sur ce terrain du nucléaire plutôt que d'autres. Il y a une raison déjà de premier abord qui est physique, c'est que le nucléaire, c'est une énergie qui est extrêmement dense. C'est-à-dire qu'en fait, avec 1 gramme d'uranium, tu produis jusqu'à 1700 fois plus d'énergie qu'avec 1 kilogramme de charbon. Ok, donc en termes de rendement. En termes de densité d'énergie, c'est quand même génial, quoi. En plus, tu as différents paliers de réacteurs, différents modèles, si tu veux, un peu comme des voitures, de différentes puissances, de différents chevaux, pour continuer cette analogie, qui fournissent plus ou moins de puissance au réseau. Et donc ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que c'était à l'époque, on avait un État qui était extrêmement stratège, et qui en fait du coup avait une vision très long-termiste, et qui voyait qu'en fait dans les années 70, avec la crise du pétrole, c'était intéressant pour la France de s'orienter vers cette énergie nucléaire qui pouvait justement s'affranchir du pétrole, pour pouvoir fournir au pays l'énergie dont il avait besoin. Et en fait, du coup, si on fait un peu d'histoire... avoir vraiment cette indépendance qui était visée. Ouais, tout à fait. Il y avait vraiment... c'était voulu à l'époque par l'État de faire de la France un pays souverain de son énergie, et du coup de s'affranchir du pétrole, et le nucléaire pour ça était vraiment une belle opportunité. Sachant que, scientifiquement parlant, notre pays, l'Europe de manière générale, parce qu'il y avait aussi l'Italie, la Pologne, qui en fait étaient des pays qui étaient pas mal en avance sur la recherche nucléaire, en fait, dès le début du XXe siècle. Et bon, après, on s'est pris un blitzkrieg, et puis la France a été occupée, mais et du coup, en fait, il y a eu un exode des cerveaux, si tu veux, qui en fait sont tous partis aux États-Unis notamment, et du coup, la recherche en fait a été translatée plutôt vers ces pays-là, et du coup, les États-Unis après ont pris pas mal d'avance sur les réacteurs. Et du coup, en fait, à la sortie de la guerre, donc le général de Gaulle, qui est devenu président de Gaulle, a en fait lancé un grand projet. Donc, il a créé le commissariat à l'énergie atomique en 1945. Par la suite, il y a eu la création de EDF, qui date de 1946, si je dis pas de bêtises, et qui, elle, résulte en fait d'un vote à l'Assemblée nationale et d'une volonté à l'époque des gouvernements de l'époque de nationaliser l'électricité française pour faire en sorte que l'État soit le seul investisseur de l'électricité, que ce soit de sa distribution à son transport, et à sa création. En production. Exactement, c'est ça. Et que en fait, EDF soit le seul exploitant en fait, de cette distribution, etc. Tu vois.
Les choses ont changé un peu. Les choses ont beaucoup changé. Ouais. EDF n'est plus du tout ce qu'il était au à la moitié du siècle. Et en gros, si je reviens donc à une centrale nucléaire Ouais. en tant que telle, comment ça fonctionne? Parce que tu m'as expliqué comment l'énergie nucléaire ça fonctionnait. Comment fonctionne en fait une centrale? Comment on y vient? Comment en fait on en vient à produire de l'électricité? Alors en fait, faut vraiment se dire qu'une centrale nucléaire, c'est ni plus ni moins qu'une machine à vapeur géante, en fait. La différence avec les autres machines à vapeur, bien sûr, c'est que au milieu, au sein de la machine, t'as pas du charbon, du gaz ou de la biomasse, mais t'as du minerai, t'as du combustible, uranium. En fait, donc si on regarde ce que fait un neutron dans un réacteur, qu'est-ce qu'il fait? Parce que du coup, il y en a des milliards en fait. Il bombarde avec des milliards de neutrons ton combustible uranium. Donc si on prend un neutron, en fait, ce neutron, il a une certaine gamme d'énergie qu'on appelle thermique. En fait, il est plutôt lent relativement. Et en fait, donc, il se déplace dans le réacteur. Et en fait, il a une assez grande probabilité de rencontrer donc, un atome d'uranium-235 et du coup de créer une fission. Et en fait, donc, ce noyau d'uranium-235, quand il fissionne, donc, il libère 200 mégaélectronvolts, c'est une unité d'énergie, donc sous forme de chaleur. Et après, en fait, il libère aussi donc, quelques autres produits de fission, d'autres noyaux qui, eux, vont se désintégrer. Et il libère aussi, en moyenne, entre 2 et 3 neutrons. Donc là, on commence à voir le début d'une réaction en chaîne. Le problème, c'est qu'en fait, les neutrons qui sortent de ce noyau, ils ont des énergies énormes. Ils vont super vite. Et en fait, comme ils vont super vite, la probabilité qu'ils fassent d'autres fissions, elle est très faible. Et du coup, en fait, il faut les ralentir. Et en fait, c'est le premier rôle de l'eau. Parce que du coup, dans une centrale nucléaire, il y a tout un cycle de l'eau aussi. Il y a plusieurs circuits. Il y a les circuits primaires, secondaires, tertiaires. Et en fait, dans le circuit primaire, il y a de l'eau avec un débit gigantesque qui passe continuellement dans le réacteur pour, en fait, d'une part, bien sûr, extraire la chaleur pour ensuite, avec les autres circuits, du coup, avec les turbines et compagnie, la faire transformer en électricité. Mais elle a un autre rôle aussi, c'est ce qu'on appelle le rôle de modération. En fait, l'eau, elle va ralentir les neutrons. Parce que du coup, les neutrons, un peu comme des boules de billard, ils vont venir rebondir sur les atomes d'hydrogène qui composent les molécules d'eau dans la flotte. Et en fait, en se faisant, un peu comme au billard, vraiment, ils vont transmettre leur quantité de mouvement, si tu veux, et du coup, ils vont se ralentir. Et au fur et à mesure, ils vont rebondir, tac, 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 puis ils vont être suffisamment lents pour pouvoir recréer une fission sur un autre atome d'uranium. Ok. Et qui lui-même va relibérer entre 2 et 3 neutrons, et ainsi de suite. Et du coup, l'eau a vraiment un rôle de modération aussi. Et du coup, en fait, c'est comme ça que la réaction en chaîne s'entretient. Et après, cette réaction, il faut pouvoir la contrôler. Et en fait, pour la contrôler, on a ce qu'on appelle... en fait, ce qu'il faut, c'est que le nombre de neutrons, si tu veux, qui soit utilisé pour créer des fissions et le nombre de neutrons qui sortent de ces fissions soit à peu près égal en tout temps. Ce qu'on appelle atteindre la criticité du cœur. Quand il y a un petit peu plus de neutrons qui sont créés, le cœur est surcritique, donc il va avoir tendance à s'emballer. Et au contraire, quand on en a un petit peu moins, il est sous-critique et il va avoir tendance à s'étouffer. Et du coup, à s'arrêter tout seul. Et pour contrôler cette réactivité, pour qu'on soit toujours critique, en fait, on a ce qu'on appelle des poisons neutroniques, qui vont être en fait des moyens d'absorber ou de tuer les neutrons. Et donc, on a plusieurs moyens. On peut soit diluer du bore dans l'eau. En fait, le bore, c'est un absorbant de neutrons. Donc, il va les absorber. Du coup, il y en aura moins pour créer d'autres fissions. Et on a aussi ce qu'on appelle donc des grappes de contrôle, un peu comme des pailles que tu plongerais dans un verre. Et en fait, tu les plonges plus ou moins profondément dans ce verre. Ouais. Et en fait, c'est agit un petit peu comme des murs à neutrons, si tu veux. Donc, si tu les plonges très profondément, vont stopper beaucoup de neutrons à l'impact. Et au contraire, si tu veux gagner un peu en puissance et remonter un peu la puissance du cœur, hop, tu lèves un peu tes grappes et puis la réaction se réétablit. Et puis, en fait, tu contrôles un peu ta réactivité comme ça. Et comme ça, tu peux ajuster la puissance. D'accord, ok. Ah, c'est pas mal, la métaphore, ça permet de mieux comprendre. Ok, bon, tant mieux. Et j'en reviens un peu à l'origine, là, juste, là, on parlait donc de la production d'électricité. L'uranium qu'on utilise donc pour produire cette électricité, on va le chercher où? L'uranium, donc en fait, l'uranium, il est présent dans la croûte terrestre. Donc c'est un métal qui est plutôt rare quand même, même s'il est quand même plus abondant que l'argent, par exemple. Tu vois. Mais ça reste quand même un métal assez rare. Et en fait, donc c'est un élément, comme je disais tout à l'heure, qui est naturellement radioactif et qu'on retrouve, comme souvent les métaux, sous forme de minerais, comme le fer, comme d'autres métaux. Et on trouve principalement, donc il y a pas mal de mines quand même dans le monde. Il y en a pas mal en Russie, pas mal en Afrique subsaharienne. C'est notamment là que la France va le récupérer généralement. Il y en avait au Gabon aussi.
Et en fait, du coup, on vient extraire l'uranium sous forme naturelle dans ces mines. Et en fait, plutôt, je disais que dans l'uranium naturel, il y a 0,7% d'uranium 235. On dit qu'en fait, que l'uranium 235, c'est lui qui fissionne. Le 238, il nous sert pas pour créer de l'énergie, si tu veux. Et en fait, il est quand même présent à 99%, tu vois. Ouais. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est l'enrichir, cet uranium. Et du coup, en fait, on a des usines, j'ai des usines chimiques qui permettent de transformer donc l'hexafluorure d'uranium, parce qu'il y a aussi du fluor dedans, pour le transformer en fait en dioxyde d'uranium, en UO2, que ensuite en fait on va transformer en poudre, puis après qu'on va mettre sous forme de pastilles. Et puis après ces différentes pastilles, on va les empiler, ce qu'on appelle un crayon combustible. Et après ces crayons, on va les assembler, ce qu'on appelle un assemblage combustible. Et après, on va mettre un certain nombre d'assemblages dans les cœurs de réacteurs. Ça dépend du palier de la puissance et t'en mets un certain nombre, quoi. Mais à la base, du coup, il y a tout un traitement, en fait, un processus chimique pour le transformer, pour l'enrichir, pour qu'il soit à la bonne teneur en U5 qui correspond à la teneur requise par nos technologies. La technologie REP, de réacteur repressurisé, parce qu'il y a plusieurs types de réacteurs. Encore une fois, comme les voitures, il y a plusieurs modèles. Chacun avec... donc, t'as des voitures qui utilisent du diesel, d'autres de l'essence. Bah, là, c'est un peu pareil, tu vois. T'as des réacteurs qui utilisent de l'uranium naturel enrichi, d'autres juste de l'uranium naturel, pas forcément réenrichi. C'est pour ça qu'on parle de développer la technologie, parce qu'il y a des réacteurs qui sont... un réacteur EPR, c'est des nouveaux réacteurs. Alors, c'est différent. Non, alors les réacteurs EPR, ils utilisent de l'uranium réenrichi avec une certaine teneur, comme nos réacteurs actuels. En fait, les réacteurs, il y a plusieurs générations, si tu veux. Actuellement, le parc français composé donc de 56 moins 2, 58 moins 2, donc 56 avec les deux réacteurs de FSNM qui ont fermé l'année dernière, qui sont tous des technologies, des réacteurs de technologie REP, donc de réacteurs à eau pressurisée. Et c'est PWR en anglais, pour Pressurized Water Reactor. Et en fait, ces réacteurs-là, ils utilisent tous de l'uranium enrichi. Mais l'EPR, en fait, donc c'est des réacteurs de deuxième génération, tout ça. La première génération, il n'y en a plus en France. C'était des réacteurs qu'on appelait de la filière UNGG, pour uranium naturel graphite gaz. En fait, c'était pas l'eau qui faisait la modération, mais c'était du graphite. D'accord. Voilà. C'était quoi, rapidement, la différence? C'était que... En fait, donc ça venait d'une volonté, en fait, si tu veux, à l'époque. Donc au moment où le général de Gaulle a voulu que la France emprunte le chemin du nucléaire, il refusait qu'on fasse comme les Américains. Et les Américains, ils faisaient du REP, justement. Ils disaient non, moi je veux une filière française. Il avait un peu... Je veux une filière française où du coup, j'ordonne du coup au CEA que je viens de créer de chercher des idées innovantes pour pouvoir avoir du nucléaire civil. Et du coup, il y avait deux à l'époque, voies qui étaient choisies par le CEA. Il y avait la filière de ce qu'on appelle des REB, donc des réacteurs à eau bouillante et à eau lourde. Donc l'eau lourde, qu'est-ce que c'est? L'eau lourde, c'est de l'eau dans laquelle, en fait, les molécules d'eau, au lieu d'être composées d'une molécule d'oxygène et de deux molécules d'hydrogène, elles sont composées d'une molécule d'oxygène et de deux molécules j'ai dit molécules d'atomes, pardon. D'un atome d'oxygène et de deux atomes de deutérium. Deutérium, c'est un isotope d'hydrogène. Donc c'est de l'hydrogène, donc avec un proton au noyau, mais il y a aussi un neutron en plus dessus. Donc c'est un noyau un peu plus lourd. Et du coup, comme c'est plus lourd, un peu comme encore une fois l'analogie avec le billard, si tu balances une bille de billard sur une bille qui est quand même plus grosse et plus lourde, elle va récupérer elle va récupérer moins de quantité de mouvement. Donc, en fait, ça ralentit moins les neutrons et du coup, ça permet d'avoir des gammes d'énergie différentes et de fonctionner différemment. Enfin, c'est une technologie différente en fait. Et du coup, finalement, cette filière de l'uranium naturel et de graphite gaz a été abandonnée par EDF. Donc, il y a deux réacteurs quand même qui ont été construits dans les années 70, qui sont des réacteurs à Saint-Laurent, la centrale de Saint-Laurent, réacteurs A1 et A2. Et en fait, ces réacteurs-là, ils ont été abandonnés dans les années 90 par EDF. Parce que en fait c'était compliqué à maintenir, et en plus le rechargement du combustible se faisait en temps réel, t'avais pas d'arrêt du réacteur pour recharger, c'était compliqué à gérer et économiquement c'était pas fou, et du coup ça a été finalement abandonné. Et en fait Framatome à l'époque a racheté en fait la licence des REP au géant Westinghouse, qui est un peu l'équivalent de Framatome aux États-Unis. Et cette licence Westinghouse, ensuite, EDF a choisi Framatome pour dire en fait, maintenant, on va arrêter de faire. On sélectionne pas l'eau lourde,
on arrête de faire de l'UNGG, on va partir sur du REP maintenant. Et Ok. du coup, c'est à cette époque-là, dans les années 70, où ils ont construit les 2 premiers réacteurs REP français, Fessenheim, RIP, Voilà. qui du On en- coup on en ont parlera plus fermé, tard, voilà. et 57 réacteurs ont suivi ensuite. Et du coup, aujourd'hui, c'est que des réacteurs REP de technologie et de licence Westinghouse à la base, Ok. de technologie REP. Voilà. Du coup, tu parlais un peu donc au final jeu politique hein, avec De Gaulle aussi. Donc avant une petite pause musique, je vais te poser quand même cette question. Mhm. Tu parles de donc tout à l'heure tu disais réacteurs français. Alors est-ce que les centrales nucléaires, est-ce que déjà elles sont gérées par la France? Est-ce qu'elles sont gérées par des entreprises privées? Est-ce que c'est privé, public le nucléaire en France? Si tu peux faire un peu rapidement, bien sûr. Hein, Bien sûr. Alors, c'est un peu particulier parce que l'activité nucléaire civile française, donc je dis bien civile, hein, parce qu'il y a le nucléaire militaire Ouais, bien aussi, sûr. dont on Oui, là on se parlera concentre pas, sur le hein, civil. cette activité, elle est publique. Et c'est l'État qui est garant de la sûreté des installations nucléaires. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en théorie, en aucun cas, ça ne peut dépendre, si tu veux, d'un certain taux de rentabilité ou de rentabilité financière de l'exploitation nucléaire, c'est-à-dire EDF. Ouais. En fait, dans d'autres pays comme les USA ou le Japon, c'est pas le cas. Le nucléaire, il est privé dans ces pays. En France, il est public. Et dans le même temps, d'ailleurs, aux États-Unis et au Japon, ça invite à la prudence parce qu'on sait, du coup, que c'est des pays qui ont quand même un certain nombre d'incidents et d'accidents au niveau de leur centrale. Et on peut pas forcément faire un lien direct avec le fait que ce soit privé, mais ça invite quand même à un certain niveau de prudence. Dans le même temps, les acteurs du nucléaire, en fait, qui ne sont pas des exploitants, c'est également des groupes privés détenus par l'État. C'était le cas d'Areva. Areva, en fait, l'État, il était actionnaire à genre 5%. Mais la majorité du capital d'Areva était public. Ouais. Ça m'a toujours interloqué. C'est un peu étrange. Hein. Et le PDG, il est désigné par l'État, d'ailleurs. Comme EDF. Comme France Télévisions. Et comme France Télévisions, tout à fait. Ouais. Et du coup, en fait, aujourd'hui, en France, EDF est le seul exploitant du nucléaire civil. Ok. Et le CEA pour la recherche. Ok. C'est les deux seuls qui exploitent, qui ont le droit, si tu veux, en fait, même d'exploiter du nucléaire. Redis-moi, CEA, c'est... Et le CEA, c'est pour la recherche. Et c'est quoi l'abréviation? C'est le commissariat de l'énergie atomique. Ok. Donc en fait, eux, ils ont des réacteurs, mais pour la recherche. Ok. Petits réacteurs qui n'ont pas de but électrogène, si tu veux. Ils fournissent pas d'électricité, en fait. C'est juste des fictions pour étudier des trucs. Bon, merci beaucoup, Benjamin. Je te propose de faire une petite pause musique et on se retrouve juste après. Ça marche. Allez, à de suite. Cette douceur sucrée que je goûte de mes lèvres, une grimace démesurée me donne l'air d'une sale bête. Et maintenant, je vois juste un mur bâti à la boue, il est plein de fissures. Faut mettre un coup de pied dedans. Dans le cerveau, tout le monde regarde, j'en perds mon panache. Et qui tu es, entre pif et carré, n'aime pas quand ça dégénère, t'as rien d'ordinaire. Rapage dans la tête qu'il est démodé, ce logiciel, je vois plus la lumière. Allez-y, prévez-moi d'elle, j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin. Jamais je ne pourrais être autrement. Pourquoi je me mens? Un intro pas extra, c'est ce que je suis. Femme top, homme chic, c'est ce que je fuis. Allez encore un peu, je pourrais être heureux.
revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Benjamin, avec qui je parle nucléaire. C'était un très bon morceau, c'était quoi? C'était un intro pas extra de Rouge avant Orage. Et c'est un groupe que j'ai avec un pote. Voilà, je fais un petit peu de promo. Non, mais Ça t'as fait bien pas mal. raison, t'avais raison. Non, c'était super. Merci. Je vais te faire commenter une vidéo sur la taxonomie, donc un label vert européen pour le nucléaire. Mhm. Donc c'est un extrait de TV5 Monde du 3 janvier 2022. Des centrales nucléaires pour lutter contre le changement climatique. On savait que le sujet était controversé, en discussion depuis des mois. En envoyant sa proposition de texte en plein réveillon du Nouvel An, la Commission européenne n'a pas forcément choisi l'apaisement. Les opposants à l'énergie atomique sont furieux. La proposition de la Commission sur la taxonomie est une provocation sur le plan de la procédure. Sur le plan du contenu, cette proposition risque d'écologiser la technologie risquée du nucléaire. Même réaction en Autriche ou encore en Allemagne. Berlin a fermé la semaine dernière l'une de ses 3 dernières centrales atomiques et promet de débrancher les 2 autres avant la fin de 2022. Pas question dès lors de soutenir un projet qui classe le nucléaire comme une activité verte durable pour l'environnement. Mais au sein de l'Union européenne, les antinucléaires sont loin d'être majoritaires. En octobre dernier, 10 gouvernements européens signaient une tribune pour que l'énergie atomique soit considérée comme une énergie nécessaire à la transition écologique. Parmi les signataires, des pays d'Europe centrale comme la Hongrie, la République tchèque ou la Pologne qui doivent remplacer leurs centrales à charbon très polluantes. Mais aussi la France. Paris veut relancer sa filière atomique, l'un de ses fleurons industriels. Pour les antinucléaires, ce n'est pas un hasard si le projet doit être voté en pleine présidence française de l'Union européenne. Emmanuel Macron est en train de faire un lobby démentiel au niveau européen pour faire inclure le nucléaire dans la taxinomie verte européenne. Or, le nucléaire est une énergie sale, est une énergie coûteuse. Les experts de chaque pays de l'Union européenne ont encore 10 jours pour faire des commentaires sur le texte proposé par Bruxelles. Puis chaque État membre et le Parlement européen examineront la proposition. Pour le rejeter, il faudrait une majorité d'au moins 20 pays représentant 65% de la population européenne. Une hypothèse peu probable. Bon voilà, une énergie sale d'après cette dame. Donc je ne sais pas trop où ça en est l'actualité au moment où les auditeurs écoutent notre émission. Donc est-ce que le nucléaire c'est une énergie sale et donc plutôt est-ce que c'est une énergie verte? Parce que donc j'aimerais t'envoyer sur 4 axes, bien sûr, parce que quand on évoque donc le nucléaire par rapport à l'écologie, on va parler donc dans un premier temps des émissions de CO2, ensuite des déchets radioactifs, également des rejets thermiques, mais aussi des besoins d'eau que l'énergie nucléaire nécessite. Donc je te laisse un peu argumenter là-dessus. Alors, d'abord, tu conviendras que tout dépend de l'adjectif, de la définition de l'adjectif verte. Ouais. Si une énergie est dite verte lorsque son impact sur l'environnement est faible, alors oui, le nucléaire est indéniablement une énergie verte. En fait, il me semble que jusqu'alors, l'adjectif est plutôt teinté d'une idéologie écologiste un peu dépassée que d'un réel qualificatif. La France est un pays particulier parce que notre peuple il a une relation que je qualifierais presque de schizophrénique avec le nucléaire. En fait, depuis les premiers instants, la France pouvait se revendiquer comme une grande puissance nucléaire avec son parc de réacteurs, donc au moins depuis les années 80. D'une part, on s'imposait comme un leader dans le monde, et c'est aussi ce qui a contribué à notre richesse énergétique et à notre rayonnement, d'avoir un superbe réseau électrique fiable, peu cher à l'époque pour le consommateur. On en parlera dans le second épisode avec Victor. Gros sujet. Et dans le même temps, la confiance du public a toujours été très faible envers ce secteur. C'est lié à plusieurs choses. On peut en citer quelques-uns, mais évidemment, il y a tous les mensonges de nos élites à l'époque de Tchernobyl, le fameux saut nuage qui s'arrête aux frontières. L'amalgame aussi, heureusement très rare aujourd'hui, mais qui était fait entre nucléaire civil et militaire. C'est vrai que même à l'époque, la France a quand même pas grand-chose à envier aux États-Unis concernant les essais nucléaires. On a quand même les aussi conséquences que ça a. Absolument, on a quand même on ne peut pas vraiment faire les fiers par rapport à ça. D'ailleurs, la naissance de Greenpeace à l'époque est très liée à ces mouvements pacifistes qui s'opposaient à ces choses-là. Et cet amalgame est peut-être un petit peu resté. Après, concernant réellement les impacts environnementaux, donc on peut commencer par les émissions de CO2, effectivement. En fait, si on réalise ce qu'on appelle une ACV, donc une ACV, c'est une analyse du cycle de vie. C'est actuellement un outil, a priori, qui est quand même très abouti en matière d'évaluation globale et multicritère
des impacts environnementaux à un système donné. Et pas que pour le carbone d'ailleurs, même si c'est en l'occurrence pour la question ce qu'on va essayer de détailler un peu. En fait, par exemple, si tu prends, donc pour le nucléaire, tu prends en compte donc le transport du combustible, donc en amont et en aval de cycle, le coût en carbone de construction, le béton, tous les métaux, quand même pas mal de métal dans une centrale, c'est un sacré bordel, la cuve en inox, toute l'instrumentation, les systèmes de mesure, l'électronique de pointe, ça fait quand même un sacré paquet de choses qui ont chacun un impact carbone. Hein. Alors, il y a peut-être juste une parenthèse, un seul truc que je sais pas si cette ACV, cette analyse de cycle de vie, prend en compte, par exemple sur un site nucléaire, tu as genre 3000 personnes qui travaillent. Ouais. Est-ce que ça prend en compte le bilan carbone de chacune de ces personnes? Je ne sais pas. Je ne pense pas, parce que par exemple sur les énergies renouvelables, je sais qu'on ne prend pas le bilan carbone, par exemple des employés qui vont se déplacer en SUV partout en France pour développer les projets éoliens et solaires. Ouais. Donc, je ne pense pas qu'on prend en compte ça. Ok, d'accord. Bon. C'est mon avis. Hein. Ok, d'accord, mais tu as raison. Parce que je pense qu'en plus, ce serait compliqué. Ouais, on fera du fact-checking. Mais du coup, partons du principe que ça ne prend pas en compte ce truc-là. Enfin bref, en gros, cette méthode ACV, c'est une méthode qui est normalisée et qui permet en fait de faire des mesures et des comparaisons qui sont pertinentes. Et du coup, elle a été utilisée, cette méthode, par l'ADEME pour faire des études sur les diverses centrales de production d'électricité au prorata de leur contribution dans le mix. Et en fait, ils donnent sur leur site, donc je vais récupérer quelques chiffres, des chiffres unitaires en fait, pour les centrales thermiques. En France, donc, 1 kWh d'électricité nucléaire, ça génère 6 grammes de CO2 équivalent. Donc CO2 équivalent, ça veut dire que en fait, c'est une espèce d'unité de mesure qui convertit un peu tous les gaz qui participent à l'effet de serre et qui les rapporte à ce que ce serait en CO2. C'est 2 fois moins que l'éolien terrestre, qui est à 12,7. Le photovoltaïque, c'est 56 grammes pour du coup 1 kWh, 406 grammes pour le gaz et 1 kg pour le charbon, voilà. Selon la DEME. Tu vois. Un ordre de grandeur, c'est intéressant. C'est ça. Et donc, je répète, hein, donc ces fameux 6 grammes de CO2, ça prend en compte tout l'impact carbone. Donc c'est vraiment multicritère, quoi. C'est une fois que tu as construit la centrale et compagnie, plus une estimation, j'imagine, de la durée d'exploitation, qui généralement est au moins de 40 ans, et du coup, tu auras 6 grammes de CO2 équivalent. Et c'est le plus faible, avec l'hydroélectrique qui doit être peut-être un peu plus faible encore. Quand même. La durée d'une centrale, tu disais, 40 ans à peu près. Alors, la durée d'une centrale, c'est quelque chose qui est décidé, en fait, et par le fournisseur, donc en l'occurrence Framatome en France, et l'exploitant EDF. C'est conjointement, ils se disent, voilà, ça a été conçu, en gros, pour 40 ans. Or, il est possible, en fait, l'état d'art évolue beaucoup, il y a pas mal de recherches qui sont faites pour justement moderniser en fait, les centrales, et en fait, on peut aujourd'hui les pousser, c'est le fameux plan grand carénage d'EDF, un grand projet sur 10 ans de modernisation des centrales, on peut les pousser jusqu'à 60 ans de durée de vie. Les États-Unis, eux, ils les poussent jusqu'à 80 ans même, parce que leurs centrales sont plus vieilles que nous, et en fait, ils les poussent jusqu'à 80 ans. Il y a même des problèmes qui se créent d'ailleurs sur, par exemple, parce qu'en fait, il y a des éléments que tu peux remplacer, d'autres non. Donc c'est facile de remplacer je sais pas, de la moquette, tu vois, mais genre, de remplacer une cuve tout de suite, c'est compliqué. Et du coup, en fait, ils font des études pour se dire, si on ne peut pas remplacer ces éléments, il faut qu'on puisse prédire dans 20 ans quel va être leur comportement. Okay. Du coup, ils font des analyses, des mesures non destructives pour essayer de faire ce genre de choses. Mais du coup, une durée de vie de centrale, non, c'est vendu 40. Généralement, on sait que ce sera poussé à 60, et les États-Unis sont en train de montrer qu'on peut pousser à 80 parce qu'on modernise les centrales. Okay. Plus tôt dans l'émission, je parlais des différentes générations, en fait. Et l'EPR, notamment, lui, c'est un peu une Lamborghini, si tu veux, dans le sens où, en fait, il y a des standards de sûreté qui sont ultra élevés, et qu'en fait, on pourrait se dire, une fois qu'il sera fini, en fait, on aura un truc super sûr, et toutes les autres centrales, alors, est-ce qu'elles sont sûres ou pas? Et en fait, tout l'objectif des visites décennales du coup de l'ASN, le gendarme, pour tous les 10 ans s'assurer que la sûreté est bien actée, il y a aussi des processus de modernisation à chaque fois. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui les centrales que du coup dont on va étendre la durée de vie, elles ont des standards de sûreté qui sont assez proches de ceux de l'EPR parce qu'elles ont été modernisées justement au fur et à mesure. Je te propose maintenant qu'on rebondisse plutôt sur les déchets, qui est un sujet qui est même très très houleux, qui fait débat. Donc pourquoi on parle tant de ces déchets radioactifs? Alors, les déchets, le nucléaire déjà, c'est pas du tout la seule manière de produire de l'électricité qui génère des déchets. On
peut citer je sais pas, le béton d'un barrage, les cellules photovoltaïques des panneaux solaires, les aimants d'une éolienne. Bon, là, je titille, hein, mais Oui, bien sûr. Non, mais on verra ça pour le second épisode avec Victor. la principale différence, c'est vrai, c'est qu'il y a certains des déchets de la filière qui, du coup, sont radioactifs et qui ont des durées de vie qui dépassent parfois l'échelle même de la société. Ok. Donc, voilà. En fait, au-delà même de la radioactivité que ces déchets supposent, le problème, c'est comment on entend dans l'espace magnétique comment ce sujet est traité, effectivement. Et du coup, là, je te propose, un peu comme j'ai fait au début, mais peut-être un peu plus rapidement. Ouais, on a une dizaine de minutes, pour finir l'émission. À peu près. Ok, très bien. Donc, en fait, les déchets. Donc, la radioactivité, j'ai expliqué un petit peu ce que c'était déjà en début d'émission. En fait, un déchet donc nucléaire, donc c'est quelque chose qui émet des rayonnements qui sont nocifs, voilà, pour les individus et l'environnement. Et en fait, on les classe en 2 catégories. Donc, c'est l'ANDRA, un organisme public dont la mission est de s'occuper des déchets nucléaires, qui propose cette classification. En fait, il y a déjà un premier paramètre, c'est la durée de vie. Déchets nucléaires, donc il y a soit les déchets à vie très courte, donc jusqu'à quelques mois, on les met de côté, et puis on attend un peu, après ils sont inoffensifs. Et vie courte, après, quelques années, et vie longue, qui dépasse donc l'échelle de nos sociétés. Voilà. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle une période de demi-vie. Donc, une période de demi-vie en nucléaire, c'est une échelle logarithmique qui dit qu'au bout d'une période de demi-vie, l'échantillon, il est 2 fois moins actif. Donc, c'est-à-dire que si on a un déchet qui a une période de demi-vie de 10 ans, par exemple, et ben en fait, ça veut dire qu'après 10 ans, il est 2 fois moins actif. Après 20 ans, il est 4 fois moins actif. En fait, du coup, après 100 ans, il est 1000 fois moins actif. Et donc, l'activité, qu'est-ce que c'est, justement? Donc, ça, c'est le deuxième paramètre. Donc, premier paramètre, durée de vie. Deuxième paramètre, danger. L'activité, on mesure l'activité en becquerel par gramme. Donc, des becquerels, c'est des nombres de rayonnement, en fait un petit peu comme si tu vois un déchet comme si c'était une espèce de truc avec des fusils d'assaut dans les mains, tu vois. Genre il te bombarde toutes les secondes, et en fait un becquerel c'est une balle de fusil par seconde. Et par gramme, donc on ramène ça à la quantité de déchets qu'on a devant nous. Donc après là il y a plusieurs activités. Il y a les déchets de très faible activité, les TFA, qui sont tellement faibles que là la durée importe peu, en fait. Donc ça c'est genre de la ferraille, de la terre, c'est même comparable à de la radioactivité naturelle. Parce que petite parenthèse, en fait, la radioactivité, c'est un phénomène naturel. Et puis, par exemple, les gens qui prennent beaucoup l'avion, ils sont très irradiés parce qu'ils sont proches du cosmos et il y a des rayonnements cosmiques qui leur arrivent. Les gens qui habitent à Grenoble, dans la montagne, il y a du gabbro. Non, je dis n'importe quoi, il n'y a pas du gabbro, mais c'est mes cours de SVT de première. Tu sais. Non, mais il y a des pierres, il y a de la roche qui fait que c'est radioactif. Donc, voilà. Bref, la radioactivité naturelle, ça existe. Et en fait, donc, ces déchets de très faible activité, ils représentent 1/3 de tous les déchets nucléaires. Okay. Et l'ANDRA, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils les foutent dans des sacs, ils les disposent les uns à la suite des autres dans des hangars, ils les recouvrent de sable, après ils foutent un peu d'herbe dessus, tu vois, ils mettent ça en aube, ça se fait, et en fait, ils laissent ça là, puis tranquille, tu vois. Et en fait, comme on a des standards de sûreté qui sont extrêmement élevés en France, les plus hauts du monde d'ailleurs, en fait, on considère de manière très conservative que tout ce qui sort d'un site nucléaire, c'est radioactif. En fait, c'est forcément au moins un déchet TFA, de très faible activité, tu vois. Donc on l'envoie là-bas. Mais du coup, en termes d'environnement, c'est pas ouf parce que tu as certains de ces déchets qui sont pas forcément radioactifs et que tu pourrais recycler. Il y a des métaux qui pourraient être réutilisés. Tu vois. En Allemagne, d'ailleurs, ils font des cuillères avec ça. Ah, du coup, ça c'est énorme. Ça, c'est énorme. Après, un Français, je sais pas s'il accepterait de manger dans un... mais pourquoi ? Pourquoi ? Puisque c'est un seuil, regarde, c'est un seuil, c'est une activité qui est en dessous de la radioactivité naturelle. Ouais. Ça se trouve, ton propre corps est plus radioactif. Tu vois. Oui. Une banane, ça c'est marrant aussi, il y a une petite blague entre nous, mais il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de la dose équivalente de banane. En fait, une banane, il y a du potassium 40 dans une banane qui est un isotope radioactif, tu vois. Et en fait, une banane, ça peut faire sonner des portiques dans les avions américains, tu vois. Parce qu'en fait, c'est radioactif, une banane. Et du coup, il y a des doses équivalentes de banane, tu vois. Et genre, du coup, ces cuillères en métal recyclé de centrale, c'est moins radioactif qu'une banane, tu vois. Donc bon. Bref. Après, donc, il y a les déchets de faible activité. Ouais. Donc, cela représente plus de la moitié. Okay. Donc, très faible activité, c'est 1/3. Ouais. Faible activité, c'est la moitié de tous les déchets nucléaires. Donc ça, c'est genre césium 237, cobalt 60. Eux, ils ont une période de demi-vie de quelques dizaines d'années. Enfin, de quelques années, pardon. Et donc, au bout de quelques dizaines d'années, ils posent plus de problème. Généralement, ces déchets-là, c'est genre dans les usines, c'est genre les gants que mettent les opérateurs, tu vois, pour manipuler les trucs. Ou genre dans le démantèlement, les objets qui sont utilisés, les outils. Donc là, pareil, l'ANDRA s'en occupe. La seule différence, c'est que le mettre ça dans des sacs, ils foutent ça dans des conteneurs en béton. Okay. Et en fait, après, ils empilent ces fûts dans encore un plus gros cadre en béton.
qu'après ils remettent du sable, puis ils remettent du béton. Ok, Tu vois. bon, au moins c'est réglé. Et du coup, ça fait un super joli parc de cubes en béton en aube, où en fait, du coup, ils stockent ça là. Et du coup, le seul truc qu'il faut regarder, mais ça, ils s'en occupent, c'est qu'il n'y a pas de corrosion avec l'eau, si tu veux, quand il pleut. Pas que ça infiltre les nappes phréatiques. Mais après, il y a tout un système de filtration de l'eau qui est mis en dessous aussi, dans le cas très improbable où ça se produirait, où il n'y a pas de souci avec ça. Et donc parle-moi des déchets. On y les arrive, plus- on y arrive. On fait ça graduellement. Après, du coup, il y a ceux qui sont à vie longue. Parce qu'il y a aussi donc, des déchets de faible activité, mais à vie longue. Alors, ceux-là, ils sont super rigolos parce que ces déchets, c'est les seuls dont on ne s'en occupe pas. Je vais dire pourquoi. En fait, c'est principalement des déchets qui viennent du démantèlement de notre ancienne filière d'uranium naturel graphite gaz. Ou alors, et donc en fait, qui reste, si tu veux. Donc encore une fois, c'est de faible activité, mais juste, ça a duré de vie longue. Donc c'est genre des centaines de millions d'années, peut-être, tu vois. Et en fait, mais c'est quasiment inoffensif. Mais juste, c'est quand même là, c'est chiant. Et en fait, avant, à l'époque, quand on savait pas que c'était dangereux, on utilisait par exemple du radium pour faire des objets. Donc les mecs, ils avaient des montres au radium. Il y avait de la crème de jour pour les femmes au radium, parce que apparemment ça rendait beau. Et aujourd'hui encore, il y a genre au moins 40 000 en France lampadaires au radium. Donc t'as des lampadaires en fait qui sont radioactifs, mais genre de faible activité. Ouais. Mais qui durent des millions d'années. Et en fait, c'est considéré comme un peu des déchets quand même, tu vois. Mais genre ils sont encore là à l'extérieur et on n'en fait rien. Bon, c'est quand même un sujet, tu vois, faudra le traiter ce truc-là. On accepte des choses, certaines choses et pas d'autres. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est pas Oui, su, c'est pas tu vois. médiatisé On le aussi, sait pas, ouais. tu vois. Ouais, Et clairement. pourtant, dehors, t'as des déchets non, nucléaires ça, c'est de faible activité, à incroyable. durée de vie longue, qui sont en dehors, tu vois. Voilà, bon, tout ça, c'est bien beau. Là, on voit qu'en fait, je suis en train de te dire qu'en fait, tu fais un château de sable avec les déchets et c'est bon, tu vois. Ouais. Bon, non. Parce que là, en fait, j'ai parlé de 80% du total. Il reste 20% quand même. Alors après, sur les 20% qui restent, il y a 95% qui sont ce qu'on appelle des déchets donc de moyenne activité à vie longue. Donc là c'est plus des trucs dans le médical, c'est plus des montres ou du radium machin, ça vient des centrales. Donc ça, c'est les gaines, les barres de contrôle des réacteurs, etc. Donc là, pareil, l'Andra, donc là, au lieu de mettre ça dans du béton, ils mettent ça dans de l'acier inox, avec du béton, avec de la résine, gros machin bien lourd. Mais là, ça commence à démanger. Parce que là, si tu te tiens 1 heure à côté de ces colis, c'est comme si tu te prenais une dose de 25 millisieverts. Donc ça, c'est équivalent à genre un examen médical avec plusieurs radios. Si tu restes... mais ça peut aller jusqu'à 500 millisieverts par heure quand même. Donc si tu restes dessus quelques heures, la dose maximale annuelle d'un travailleur, elle commence à t'exploser quand même. Ok. Et si tu restes plusieurs heures à côté, tu peux mourir. Ouais, c'est pas très joyeux. Donc là, ça commence à être un peu relou. Donc ceux-là, ils sont pas stockés en aube en surface, mais ils sont stockés en surface quand même, dans des centres de stockage très sécurisés appartenant à Orano, ex-Areva, à La Hague en Normandie. Ou alors au CEA Marcoule aussi. Et donc ceux-là, ils sont quand même assez relous parce qu'ils vont rester actifs pendant quand même des dizaines de générations. Et donc c'est le plus gros volume de nos déchets relous, mais c'est pas les pires. Les pires, ce sont les déchets de haute activité. C'est sûr qu'on va peut-être enfouir en Finlande. C'est le programme CIGEO, Voilà. etc. Effectivement. Donc ça, c'est les déchets de très haute activité. Donc c'est ceux qui viennent directement des barres de combustible dans les réacteurs, qui sont soumis en fait à des irradiations pas possibles pendant plusieurs mois quand ils se font en cycle dans le réacteur. Si tu veux. Et en fait, donc comme je le disais précédemment, les assemblages combustibles, ils sont recyclés en France. Il n'y a pas tout qui est clairement acheté en fait. En fait, quand un assemblage d'uranium est utilisé dans un réacteur, en fait, on sépare le plutonium de l'uranium pour en faire après de l'uranium retraité ou alors du MOX, mixte oxyde, pardon, qui sont différents combustibles. Et en fait, l'uranium, il faut savoir qu'on l'utilisait dans nos réacteurs jusqu'en 2012-2013. Et dans le cadre des visites décennales à venir, notamment la 4e visite décennale des paliers 1300, on va réutiliser de l'URE et du MOX à la place d'avoir de l'uranium naturel enrichi. Et ça va permettre d'économiser un bon quart de ressources et de diviser les déchets par 5. Donc c'est quand même intéressant. Là, tu me fais rebondir rapidement sur quelque chose. Ouais. La technologie, on parle de fusion à la place de fission, et on dit que la fusion n'émettrait pas de déchets radioactifs. C'est un abus de langage ? Oui, en fait, c'est pas les mêmes déchets. C'est-à-dire qu'en fait, elle émettrait la fusion. Aujourd'hui, la fusion, concrètement, c'est d'essayer d'imiter en fait ce que fait le Soleil. C'est-à-dire de réaliser de la nucléosynthèse. Donc en fait, c'est au lieu de la fission où tu sépares des atomes, la fusion, tu vas en assembler en fait. Le Soleil, lui, qui est extrêmement chaud et qui fait ça tout seul, comme un grand, il assemble des atomes d'hydrogène pour créer de l'hélium. Nous, on n'arrive pas à atteindre les conditions de température et de pression nécessaires pour arriver à faire un truc pareil. Par contre, on arrive à le faire avec du tritium. Le tritium qui est du coup un isotope d'hydrogène, qui est plus lourd et qui est plus facilement fusionnable, entre guillemets. Le tritium, naturellement, il est radioactif.
Donc il y a Ok. quand même, Oui, encore, faut voilà, quand même faire gaffe. il y a Quoi. des déchets. Et après, on utilise aussi du lithium dans ce qu'on appelle les blankets, qui sont les Ouais. couvertures en fait, que tu mets dans les tokamaks, notamment dans le projet ITER à Cadarache en France, Ok. un projet international Ouais. avec un consortium de plusieurs pays. Et le projet ITER, ouais. Projet ITER, ouais, Ouais. tout à fait, qui est International Tokamak. Je sais plus. Ouais, c'est pas grave. Je te propose, il nous reste 3 minutes dans Ouais. cette émission. Je te propose de parler quand même des rejets thermiques liés aux centrales Ouais. et des besoins d'eau que nécessite l'énergie. Ok, on peut parler de ça si tu veux, mais est-ce que j'aurais quand même bien aimé finir sur les déchets de haute activité, parce que Vas-y. finalement Oui, c'est est-ce que- quand même, vas-y, c'est quand même le plus important Vas-y, finalement. dis-moi. En fait, ces déchets-là, en fait, ils représentent du coup sur la barre de combustible, donc on retraite, comme je disais, pas mal de ces trucs-là, mais il y a 5% de cette barre combustible où vraiment on ne sait pas quoi en faire. Mm. Ces déchets-là, on ne sait vraiment pas quoi en faire. Là, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on les vitrifie, on les coule dans un verre pour en faire une espèce d'obsidienne, et après on les met dans des contenants en inox, comme les déchets de moyenne activité à Villongue. Et après, donc là, c'est aussi Orano qui s'en charge et ils sont stockés à La Hague en Normandie. Au total, ces déchets-là, donc là, il n'y a pas de secret. Hein. Tu t'arrêtes à côté pour faire tes lacets, tu meurs. Hein. Ok. Voilà, tu vois, tu claques des doigts et c'est terminé. En fait, ces déchets-là, ils représentent 0,3% de tous nos déchets. Donc c'est une galère monstre à gérer. Comme je disais, tu tiens à côté, tu meurs, tu vois. Mais Mais ça représente que ça c'est représente 0,3%. Ouais. Et en fait, en volume total, c'est une piscine olympique. Si tu veux. Là, actuellement, de ce qu'on. De toute la filière nucléaire française de 60 tout ans, ce qu'on a là actuellement. tout ce qu'on a actuellement de ces déchets-là, qui Ok. vraiment c'est chiant, c'est Ouais. une piscine olympique en volume. Du coup, c'est pas grand chose. C'est vrai. pas grand-chose non plus, on les stocke à La Hague. Oui, Voilà. oui, bien sûr, c'est une En problématique. fait, mais c'est sûr que, en la termes de- problématique majeure, c'est Ouais. surtout de se dire, c'est souvent le sujet qui aborde dans les médias, c'est Ouais. dans 1000 ans. Ouais. Comment on sait Mm. que. Même il parlait je crois que par rapport, il voulait donc les stocker en Finlande et qu'il devait peut-être adapter un langage pour que les gens dans 1000 ans comprennent qu'ici il y avait des déchets fait, ouais. nucléaires. C'est que tout est Et en fait, problématique. j'aimerais peut-être terminer là-dessus parce que je trouve que c'est assez joli, c'est assez rigolo. En fait, est-ce que tu sais qu'il y a 2 milliards d'années, il y avait un réacteur nucléaire? Non. Il y a un réacteur qui s'appelle le réacteur nucléaire naturel de Oklo. En fait, il y a 2 milliards d'années, au Gabon, et ils ont découvert qu'il y avait un réacteur nucléaire à fission qui s'était auto-entretenu tout seul. Mais- Parce que, en fait, justement, je disais, l'uranium, il y a 0,7% actuellement d'uranium 235, parce qu'en fait, il s'est désintégré au fur et à mesure des années. Mais il y a 2 milliards d'années, la teneur était la teneur qu'aujourd'hui on recherche dans les usines chimiques. Il y a 2 milliards d'années, il y avait 3,8% d'uranium 235 dans l'uranium naturel, et du coup, il était suffisamment enrichi pour pouvoir créer une réaction de fission. Et en fait, il y avait un gisement où il y avait de la flotte qui coulait dans les bonnes températures, les bonnes conditions et compagnie. Et en fait, il y a une réaction de fission qui s'est entretenue et qui a consommé genre 500 tonnes d'uranium et produit 100 milliards de kilowattheures d'énergie tout seul. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de ça. Donc Parce c'est qu'en fait- donc c'est plutôt rassurant. Ouais, parce qu'en fait, ça veut dire que ces déchets-là, il y a eu évidemment des déchets qui ont été créés du coup. Aucune trace aujourd'hui, disparu. Bon, Ok. C'était il y a 2 milliards d'années. Hein. Mais c'est quand même rigolo, tu vois. Ah, Ça fait non, réfléchir. c'est une très belle anecdote. Si tu veux, tu as 40 secondes pour nous parler des rejets thermiques, donc libre à toi. Alors, Je les te rejets laisse. thermiques, faut savoir que toutes nos centrales, elles sont situées à côté d'un fleuve à haut débit ou alors de l'océan. Et en fait, dans le circuit de refroidissement, le troisième circuit, en fait, on prélève de l'eau à côté pour, en gros, assurer le refroidissement final, si tu veux, de cette eau qui extrait de l'énergie au sein du réacteur. Et après, l'eau, elle est remise. Il y a 97,5% de l'eau prélevée qui est restituée à l'environnement, Ok, donc, évaporée ou ouais. retournée dans le milieu initial. Et en fait, c'est intégralement restitué au milieu aquatique, si tu veux. C'est réchauffé de quelques degrés, mais les 20 ans de REX qu'on a démontrent qu'il n'y a aucune conséquence sur les écosystèmes aquatiques. En fait, les seules questions que ça pose, c'est par exemple pendant la canicule de 2003, où effectivement, il y avait la canicule a fait que l'eau avait des degrés qui étaient bien supérieurs au normal, en fait. Et du coup, ça ne posait absolument aucun problème de sûreté au niveau des centrales. Les centrales, que l'eau soit plus chaude, c'est pas forcément un problème. Mais par contre, ça supposait que si on les utilisait pour refroidir les centrales, du coup, on allait la rejeter avec encore des degrés supplémentaires. Ouais. Et que du coup, il pouvait y avoir des conséquences environnementales sur la biodiversité. faune et la flore. Voilà, exactement. Et du coup, c'est plus des conséquences environnementales, effectivement. Bon, merci beaucoup Benjamin pour ce Merci super à toi. entretien. C'était ultra dense. Je Oui. m'excuse auprès des auditeurs si on n'a pas pu tout évoquer, mais j'espère que ça vous a passionné. Vous retrouverez du coup dans tous les cas un second épisode hors série avec Victor et Benjamin pour continuer à parler du nucléaire. L'épisode est disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve très vite sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.